Monsieur le Président du Congrès national d'initiative démocratique face au Yowatan, initiative démocratique, Mesdames et Messieurs les cadres et les élus, grand rendez-vous électoral de notre pays en 2013, il est opportun de partager avec la presse des aspects. 3 points. Le premier point, Moussa Tall, un homme avec un parcours historique impressionnant. Un homme du présent, patriote émérite, programme riche, national, pour le bien-être. Il s'agit d'un homme avec un slogan. Le slogan vous sera décliné par le candidat lui-même dans quelques instants après la présentation de campagne. Moussa Oumar Diawara à son tour. Son programme et à la suite entre le candidat et les journalistes et en principe de votre aimable attention. De plaisir et aussi un sentiment d'honneur de vous avoir ici, que je vous adresse notre bienvenue au siège de notre parti. Cet accueil, je l'ai fait au nom de la direction nationale du parti, des élus du parti, de nos structures affiliées et de toutes les militantes et tous les militants du Sénat Faso Yiriwatan, mais aussi de toutes celles et de tous ceux qui, au-delà du parti, ont décidé de soutenir la candidature dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui. L'exercice au cours duquel nous devrons nous retrouver aujourd'hui consistera à être le plus ouvert, le plus transparent possible par rapport à cette candidature et qui, comme toutes les autres, devrait ne pas relever de la fantaisie, de l'ego hypertrophié, mais certainement doit être porteur d'un projet dont nous parlerons. Je ne vais pas profiter du privilège que j'ai pour vous souhaiter la bienvenue pour commencer une conférence qui n'a pas encore commencé. C'est pour cette raison que je remercie Mohamed Touré de m'avoir donné la parole et je la lui rends. Okay. Merci. Merci, Président, pour la présentation des... Voyant et infatigable combattant pour la liberté de la presse, Monsieur le Président des jeunes, chers voyants, le choix porté sur une personne, la tradition pour nous, est mouvement.
celle d'être toujours manqué et rencontrer régulièrement. La tâche n'est pas facile, parce que l'homme que je vais présenter est un homme qui privé. Et donc, après, il se présente, malheureusement, il n'a pas passé. Il se présente aux élections municipales. Et en 2000, à travers ce choix du parti et du candidat, la plus remarquable confiance soutenue au savoir-être et de notre jeunesse, l'honorable Diawara. Je voudrais tout d'abord remercier mon cher ami Wadidje pour ses mots aimables. L'honneur me choisit ce matin de vous parler du candidat du Sénat Faso Iriwaton. Faut-il poser cette question tant l'homme est connu au Mali et au-delà de nos frontières? Non, s'il faut s'en tenir à son seul parcours politique. Mais assurément oui, si on veut connaître Maître Moutaga Tall dans son intimité et au-delà des apparences et des clichés. Une illustre lignée, née à Ségou le 10 décembre 1956, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Maître Moutaga Tall est un descendant en ligne directe de El Hadj Oumar Tall, bâtisseur d'empire, conquérant de la foi et résistant à l'occupation coloniale, et de Amadou Tall, roi de Ségou, surnommé Landjoulbe, commandeur des croyants. Son grand-père et homonyme, compagnon de l'Almami Samori Touré, dans l'armée duquel il a combattu, a été déporté à Tombouctou avec les enfants de celui-ci. Il ne revint à Ségou que 10 années plus tard. Il était chef de la communauté musulmane. Son père, Cheikh Amadou, parfait autodidacte, était un transporteur, un propriétaire foncier et surtout un notable connu et respecté à Ségou. Permettez-moi de rappeler Horace Mann qui disait « Les écoles sont les lignes de fortification de la République ». C'est pour cela que cet illustre candidat a effectué des études brillantes. Après son initiation coranique, Maître Moutaga Tall a fait de brillantes études à l'école française, toutes sanctionnées par des mentions. Même au baccalauréat, malgré une fracture au genou et 4 mois de traitement en dehors du lycée. Il a un parcours universitaire très particulier et très rare, sanctionné par des diplômes dans toutes les branches du droit. Droit public interne, droit public international, histoire du droit et droit public comme avocat. Faisant preuve d'une insatiable boulimie des choses du savoir, Maître Tall, à ses heures perdues, se révèle un dilettante de la spéculation intellectuelle et de la cogitation encyclopédique. Au constat de la trajectoire royale qui fut son parcours scolaire et universitaire, il faut convenir que le jeune homme avait l'ambition chevillée au cœur et a été animé d'une passion irrépressible pour la conquête des palmes académiques. Décrocher les diplômes d'abord et les meilleurs, puis faire face à la vie. Voici un bel exemple de méditation pour les jeunes Maliens qui doivent apprendre à s'aimer avant de récolter. Car l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Tel était son credo. Parallèlement à ses études, Maître Tall était un des principaux responsables du mouvement syndical estudiantin au sein de l'AESMD, Association des étudiants et stagiaires maliens à Dakar, qui assurait la coordination entre la section extérieure et la branche intérieure de l'UNEM. Protestant contre l'assassinat de Cabral, il fut privé d'une bourse post-universitaire largement méritée. Refusant de céder au chantage et à l'intimidation, il s'inscrit au barreau du Sénégal afin de pouvoir payer ses études pour devenir avocat et enseignant
deux métiers dont il rêvait. Le meilleur ou le pire des jugements est celui des pairs, dit-on. Un parcours professionnel élogieux. Sorti major de sa promotion en droit international public et muni en 1981 d'un doctorat en droit, le jeune avocat rentre au pays le lendemain de la fin de son stage et ouvre un cabinet d'avocat. À force de persévérance, il sort progressivement et rapidement de l'anonymat d'une profession qui ne tolère ni l'amateurisme, ni a fortiori la médiocrité et s'impose comme une des sommités de la profession. Alors qu'il était sollicité par de nombreuses sociétés de la place, dont Maître Moutagatal est aussi le parrain de la promotion de la faculté des sciences juridiques et économiques de l'université de Bamako, et de résistance au vent, qui va présenter son programme à la presse. Que je saurais être à la hauteur de ce qui a été dit et de ce que l'on attend de moi. Bien sûr, avec la bénédiction de nos anciens, le soutien de vous tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous inspire. Je suis invité à vous présenter le programme que nous aurons à défendre pendant cette élection. Je voudrais dire que les questions de programme nous importent énormément ici au CENID Faso-Yiriwaton, parce que déjà en 1992, lorsqu'il a fallu aller aux élections, nous étions un des rares à avoir élaboré et publié un programme en 1992. En 1997, nous avons élaboré un programme que nous n'avons pas publié parce que pour nous, en 1997, il n'y a pas eu d'élection au Mali. C'est notre position constante. En 2002, nous avons encore actualisé ce programme et nous l'avons largement diffusé. Cette année, avant 2012, puis cette année, notamment avec les événements tragiques au nord de notre pays, nous avons été amenés à réactualiser ce programme que je vais à présent vous présenter succinctement. En écriture serrée, police 10, notre programme fait 50 pages. Et résumé, 50 pages qui, dans une autre présentation, pourrait avoir 80 ou 100 pages, n'est pas un exercice très facile. C'est pour cette raison que ce programme de 50 pages, nous l'avons décliné en un programme allégé d'une dizaine de pages que nous nous ferons le devoir de vous donner ici, en mettant le programme complet dans vos boîtes électroniques, mais aussi le même programme sera décliné en dépliant sur 2 ou 3 pages, de façon à ce que chacun puisse en prendre ce qu'il souhaite. Ce programme comporte un préambule et une introduction sur lesquels je reviendrai. Mais surtout, notre programme s'appuie sur 6 points que nous considérons comme autant de défis qu'il s'agit aujourd'hui de relever
impérativement. Le premier défi auquel nous pensons que notre pays fait face, encore une fois, je vous donne juste l'ossature avant de revenir à la substance, c'est la réponse aux défis militaires et sécuritaires, ce qui est constitue la première partie de notre programme. Ensuite, nous apportons nos propositions de réponse aux défis politiques et institutionnels. En troisième partie, nous évoquons le défi de la reconstruction de l'économie nationale que nous avons un peu soustrait de la quatrième partie qui est la réponse aux autres défis économiques et financiers. Ensuite, nous évoquons nos réponses aux défis sociaux pour terminer avec nos réponses aux défis de l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi. Voilà donc l'ossature de notre programme et ce que nous considérons comme étant les priorités aujourd'hui pour que le Mali soit à brève échéance ou en tout cas moindre échéance un pays émergent, un pays respecté dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, nous considérons ici l'élection présidentielle comme un moment fort de la vie d'une nation. Un moment qui offre l'occasion à ceux qui aspirent à gouverner, à nouer un dialogue avec leurs compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, de leur parler, mais aussi et surtout de les écouter. Candidat, je viens renforcer ce dialogue qui d'ailleurs depuis 2 décennies ne s'est jamais interrompu. Je le fais à un moment où les Maliens sont plongés dans les doutes, dans les désarrois, dans l'incertitude, dans le scepticisme. Jamais au Mali, le fossé entre les dirigeants et les citoyens n'a été aussi grand. Et jamais nos compatriotes n'ont eu moins de confiance en la classe politique, qui s'est illustrée par l'incapacité de concevoir et de mettre en œuvre un projet de société dans lequel nos compatriotes peuvent se reconnaître et s'identifier, par la patrimonialisation de l'État et du bien public par des prédateurs économiques, par la distribution effrénée de prébendes et de sinecures par clientélisme ou népotisme, par la renonciation à la formulation de projets et de programmes de développement nationaux au lieu des prêts apportés, qui a oublié la lutte contre la pauvreté qui est très souvent devenue la lutte contre les pauvres, mais aussi, disons la vérité, les promesses non tenues, les détournements des deniers publics avec l'argent roi comme seule référence, un grand laxisme dans la lutte contre l'insécurité et le banditisme, le relâchement de l'autorité de l'État qui nous a conduits au bord du précipice. Face à tout cela, nos compatriotes se sont désintéressés de la chose politique parce que la notion des biens publics a disparu, parce que la corruption et son corollaire, l'impunité, se sont bien installés, atteignant des niveaux incroyables. Il y a là un péril extrêmement grave pour la nation, et pour y faire face, il nous faut un véritable sursaut national.
Et j'ai dit, puisque nous ne pouvons pas changer des Mali, essayons ensemble de changer le Mali. Et c'est à cela que nous nous engageons. Malgré toutes les difficultés de toute nature, nous menons ce combat depuis 20 ans. 20 ans qui ont connu des années de répression, d'exclusion, de calomnie et parfois d'incompréhension qui ont amené certains compagnons de la première heure à abandonner. Mais beaucoup ont tenu bon. Avec tous, il est important, et nous avons essayé de le faire, de maintenir un dialogue fructueux. Car il s'agit de rassembler pour construire. Rassembler pour construire, pour les raisons que je viens d'avancer, voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je suis candidat à la présidence de la République et j'ajoute, je suis prêt à gouverner. Merci. Je répète, je suis prêt à gouverner. À tous ceux qui rêvent d'un autre Mali et qui ont connu des déceptions. À ceux qui n'ont pas encore franchi le pas qui sépare le rêve de l'action. À ceux qui n'avaient pas compris ou qui n'ont pas encore compris, je lance un appel solennel. Réalisons ensemble notre rêve commun, un Mali où il fait bon vivre. Aucun homme politique, aucun parti politique ne peut relever seul les défis qui nous interpellent. L'union dans la diversité, telle que nous la proclamions déjà le 10 décembre 1990, est la seule à même qui nous permette de faire face. Donnons-nous donc des raisons d'espérer et rassemblons-nous pour construire le Mali. Mesdames et messieurs, il ne faut pas s'y tromper. Le Mali n'est pas une entreprise et nul ne doit se complaire dans une gestion comptable de notre pays au mépris de l'homme qui doit être au centre de toutes les décisions. C'est pour cette raison que l'homme malien, pris en tant que citoyen ou organisé dans un groupe qui peut être une entreprise, la famille, des associations, une communauté, sera dans notre programme et placé au cœur et au centre du processus de développement économique, social et culturel que je propose aux Maliens. En d'autres termes, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous devrait être le décideur pour le devenir et l'avenir de notre pays, l'acteur principal du développement, mais aussi et surtout le bénéficiaire ultime de ce développement. L'homme, décideur pour l'avenir et pour le devenir de son pays, tel que je viens de le dire, est d'abord en quête de spiritualité. Dans ce domaine, j'orienterai les actions à mener dans deux directions. La laïcité de l'État, reconnue et réaffirmée, non comme l'irreligiosité ambiante, mais comme la nécessité de reconnaître la liberté de culte et d'aider positivement les croyants à accomplir leurs obligations religieuses. Dans ce domaine, deuxième direction serait le respect scrupuleux des convictions religieuses de chacun
notamment en matière de statut personnel qui sera mis en application sans délai. À cet égard, la famille sera protégée et l'autorité parentale renforcée. Les prérogatives des chefs religieux et coutumiers seront réaffirmées. Les valeurs sociétales positives seront préservées et renforcées. En plus de sa quête de spiritualité, les citoyens sont aussi épris de liberté, de justice et de sécurité. Toutes choses qui lui seront assurées à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières pour les Maliens de l'extérieur en déplacement. L'homme, acteur principal du développement, mène des activités productives qui seront encouragées et soutenues par l'État dans le cadre de la promotion et du renforcement du secteur privé. Ces activités qui concernent le commerce, les services et la fiscalité, l'industrie, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les transports, l'artisanat et le tourisme favoriseront sans aucun doute la création d'emplois. Enfin, je l'ai dit, l'homme, en quête permanente de mieux-être, sera le bénéficiaire ultime du développement, du projet de développement que nous proposons. L'essentiel de nos efforts tendront à satisfaire la demande sociale. Ainsi, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, à l'électricité, au téléphone moins cher, à l'information, aux infrastructures pour le transport et l'habitat seront considérés comme les plus productifs des investissements. Ces investissements toucheront également toutes les couches sociales, en particulier les plus fragiles, les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes âgées, avec comme premier objectif l'investissement dans les savoirs. Il nous faut régler la question de l'école par un investissement massif dans les savoirs et aussi la création d'emplois et la réduction de la pauvreté qui reste pour moi le principal adversaire à abattre, la pauvreté. Certes, nul ne peut enrayer la pauvreté sur terre, mais améliorer les conditions de vie des citoyens est une des premières vocations d'un gouvernement. L'extrême pauvreté est synonyme de malnutrition, de chômage, de maladie, de délinquance, de corruption, d'exode, etc., etc. D'ailleurs, comment assumer correctement ses obligations familiales, sociales et même religieuses dans un dénuement total? Or, chers amis, la pauvreté n'est pas notre destin. Faisant une citation, le directeur de campagne vient de le dire. Nous avons visité beaucoup de pays sur l'ensemble des continents du monde. Nous y avons vu des Maliens réussir parce qu'ils sont entreprenants, parce qu'ils sont endurants. Ils réussissent à l'extérieur du Mali. Pourquoi ne vont-ils pas réussir à l'intérieur du Mali? Parce que nous n'avons pas trouvé les bonnes réponses aux grands défis. Aujourd'hui, ce sont ces réponses déclinées, telles que je l'ai indiqué en début de cette intervention, que nous vous proposons. Je voudrais, sortant du débat des programmes et revenant à la question de l'élection présidentielle, dire à chacun que contrairement à ce que l'on voit ici et là, cette élection n'est pas encore terminée, elle n'a pas commencé. Que ceux qui pensent déjà que tel ou tel est élu se désillusionnent. Simplement,
Je dis restons objectifs, restons rationnels. Sur quoi se base-t-on aujourd'hui pour proclamer les résultats d'une élection dont la campagne électorale n'a pas commencé? Sur des sondages, qui peut me parler d'un institut de sondage officiellement reconnu au Mali qui a fait un sursondage? Il y a toujours des individus avec des titres pompeux qui donnent des résultats de sondages élaborés dans un bureau. Je vais vous dire, un sondage coûte tellement cher qu'un individu de bonne foi ne peut pas se lever en dehors d'une structure habilitée et organisée pour dire voilà mon sondage. Deuxième type de sondage sur Internet. Le système est simple. On prend 10 jeunes hommes désœuvrés, on leur paye la journée, ils vont des cybercafés en cyberclub, ils votent pour X, Y ou Z et le résultat est acquis. Mais chez nous, au Mali, les sages disent Nyokalaso Boulati Sokaba Ereka. L'autre critère que l'on voit quelquefois, ce sont les états de service de tel ou tel candidat. Il a été. Parce qu'il a été, il sera. S'il doit être parce qu'il a été, le Mali n'aura pas été là où on est et le Malien le savent. Si les états de service devaient servir à gagner une élection, jamais un chef d'État qui est au niveau supérieur des services n'aurait été battu à une élection. Soyons rationnels. Troisième critère, il a beaucoup d'argent. Parce qu'il a de l'argent, il va gagner. Encore une fois, je dis, si des chefs d'État en exercice sont battus, ils ont plus d'argent que les autres. Mais encore une fois, mes chers amis, sortons de l'argent roi. Demandons-nous d'où vient l'argent. Demandons-nous d'où vient l'argent. Interrogez-vous sur chacun de nous, incluant Muntagatal, ce qu'il était et ce qu'il avait avant d'être dans le service de l'État et ce qu'il a pendant ou après le service de l'État à comparer à ses revenus légaux et officiels. Soyons clairs. Prenons quelqu'un qui a travaillé 30 ans, qui pendant 30 ans a gagné 500 000 francs chaque mois. Et que sur les 500 000 francs, il n'a pas enlevé 5 francs pour acheter cette bouteille d'eau. Il lui restera 180 millions de francs CFA. S'il n'a pas acheté une bouteille d'eau pour boire. Mais si vous le voyez dépenser 500 millions en voiture, en logement, je ne sais pas trop quoi, le bon réflexe devrait être désormais Nimboirami, non pas Nimbabulu. Je vais dire quoi? Chacun d'entre nous doit passer au scanner politique. Faisons du scanner politique notre baromètre pour cette élection. Demandez à Muntagatal pourquoi il vient chez vous avec cette cravate. D'où il la tire. Ce n'est pas insultant. Vous devez savoir tout de nous tous. Donc cet argument n'est pas suffisant. Et il sera d'autant moins que les Maliens sont décidés cette fois-ci à ne pas voter pour les t-shirts et les casquettes. Il y aura un débat électoral que nous allons mener. Mais il semble qu'il ne faut pas dire ça au Mali. Et pour l'avoir dit, j'ai mis dans la balance mon immunité parlementaire. Parce que si tu dis
il faut être propre. Et si on dit avant que toi tu es sale, ça simplifie le débat et ça peut te disqualifier. Mes chers amis, cette affaire ne rentrera pas dans la campagne, ne me découragera pas et n'est absolument pas dans ma campagne où on parle d'affaires publiques, pas d'affaires professionnelles. Que dit-on encore pour proclamer les élections avant l'ouverture de la campagne? Lui, c'est le candidat de tel chef d'État des pays voisins. Lui, c'est le candidat de tel pays occidental. Mais tu vas trouver que 3 ou 4 personnes sont candidats d'un même chef d'État de l'étranger. Parce qu'ils ont été reçus ou parce qu'on a diffusé cela en dehors de toute logique. Mais dites simplement que le fauteuil présidentiel reste un fauteuil, hein, ce n'est pas un banc. Et puis ce n'est pas un banc, et même chef d'État ne peut pas avoir 3 ou 4 poulains. Mais enfin, dernière chose, cette élection se fera au Mali. Par le Malien, c'est ce que veut la CEDEAO, c'est ce que veut l'Union européenne, c'est ce que veut les États-Unis d'Amérique, et c'est ce qui se passera par la grâce de Dieu. Personne n'est soutenu par un chef d'État étranger. Dites que Moutata l'a dit, que c'est faux. L'autre chose que l'on met souvent en avant, ou que l'on oublie de mettre en avant pour une candidature, il faut quand même parler du coefficient personnel de chaque candidat. Il faut parler de la capacité de mobilisation de leur parti depuis qu'ils existent. Tout cela pour dire, mesdames et messieurs, que nous partons à cette élection pas du tout découragés par les politiques de communication efficaces. Cette élection se fera avec l'adhésion des populations du dernier village du Mali, avec l'adhésion de la société civile, avec l'adhésion des acteurs politiques. Et de ce point de vue, permettez-moi de vous dire, s'ils ne sont pas en avance, nous sommes loin d'être en retard. L'ouverture de la campagne, dans quelques jours, Inch'Allah, le démontrera. Chers amis, décliner un programme aussi long ne pouvait pas se faire en 2 minutes, mais il ne faut pas aussi le faire en 1 heure. Voilà rapidement ce que nous tenions à vous dire en concluant avec ce slogan Wati sera, dont nous allons vous donner la signification réelle et profonde aujourd'hui. Pour nous, Wati sera, ce n'est pas la prétention pour Muntagatal, pour le Séni de dire Muntagatal ga Wati sera obi ala de boulot. Mais pour nous, Wati sera, Malikura Wati sera. Baraka dit Demsenuma Wati sera. Lutter implacablement contre la corruption au Wati sera. Yelema Wati sera. La sécurité pour tous au Wati sera. Bref, Malikura Menadjo, Ango Kanyon fait au Wati sera. Merci de votre attention. Nous en avons des étapes. A été assemblée, le conseiller. Ce que je veux savoir maintenant, c'est est-ce que Wati sera. Et en voyant la mobilisation, nous voudrions savoir quelle a été la stratégie mise en place suicidaire. Comment monsieur l'Assemblée nationale et pendant l'adoption de la feuille de route. Nous cherchons à être accompagnés avec ces 2 composantes essentielles. Pour ce qui concerne la société, quelle question à mettre l'étal. Mais il faut demander à chacun, à la place où Dieu l'a mis, avant qu'il ne promette le paradis sur terre, ce qu'il a fait quand il était là-bas. Les anciens premiers ministres, les anciens ministres, les chefs d'institution, les députés, les maires, les conseillers des présidents de la République,
Chaque fois que tu es candidat, tu vas dire, voilà ce que j'ai fait moi. Là où Dieu m'a mis hier. Mais tu ne peux pas venir dire, j'étais là, je pouvais tout faire, je n'ai rien fait. Mais fermez les yeux, faites ma connaissance, je vais tout faire demain. Ça, c'est une partie du scandale politique. Mais la transparence aussi, s'il vous plaît. Il faut que l'on soit transparent dans ce pays. Ça, c'est la seconde partie du scandale politique. Mais il y en a d'autres. Est-ce que moi, je suis prêt à amener le scanner? Je suis prêt. Il n'y a aucun problème. Je suis prêt. Je le ferai même si vous oubliez de me demander. Mais s'il vous plaît, demandez à chacun d'égale façon. Et vous contribuerez à l'enrichissement du débat électoral dans notre pays. Voilà.